Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Et aujourd'hui, nous commencerons avec Marc-Antoine qui va nous démontrer sa console portable 3DS. Ceci est un objet populaire avec les gamers d'aujourd'hui et Marc-Antoine va nous en informer dessus. Bonjour Marc-Antoine. Ben bonjour. Comment allez-vous? Pas super temps. Ah, pas mal, pas mal. Donc, aujourd'hui, je vais vous demander une couple de questions à propos de votre objet. Donc, c'est quoi un 3DS? Un 3DS, c'est un petit console portable qui est fait fabriqué par Nintendo. Puis son origine, c'était juste pourquoi pas faire un jeu de console portable qui peut être comme en 3D. Oui. Puis les autres ont fait ça. Ça a bien fonctionné, donc c'était pas comme une gimmick. Yes. Ben, il voulait être un gimmick, mais les autres l'ont fait. Il l'a fait. Donc, ça l'a comme. Le monde, ils ont vraiment aimé ça. Then. Oui, Ouais. oui. Et t'as pas besoin de lunettes ou rien. Non, mais si tu vois pas, tu vois pas. Ouais. Donc, c'est. Il y a quelle sorte de. Comment est-ce que tu achètes des jeux pour le 3DS? Ben, tu l'achètes par rapport de deux façons. La première, c'est tu l'achètes par le magasin, comme des petites cartes que j'ai pas vraiment. Puis la deuxième façon, c'est avec la SD card. Une carte SD que tu peux acheter dans n'importe quel magasin électronique. Ouais. Puis tu peux le mettre entre la carte SD juste ici. Tu peux la mettre juste ici. OK. Que je peux sortir maintenant. Puis la deuxième place, c'est avec une carte originale en arrière. Tu peux mettre les vieux jeux ou bien les jeux nouveaux. OK, donc pour mettre des jeux sur ta carte SD, il y a un magasin, right? Oui, il y en a. Il y a un petit app dans le jeu que c'est déjà comme accéder. Tu peux accéder déjà. Tu as juste besoin d'Internet puis un code, comme un username. Et après, tu peux utiliser ça pour downloader le jeu. Puis il y en a des jeux qui sont gratuits, il y en a que tu as besoin de payer comme d'habitude. Oui. Ouais. OK, donc quelle sorte de jeu est-ce que tu peux acheter? Quel genre de jeu? Ben, d'habitude, c'est comme pour tout le monde. Mais il y en a des jeux comme Call of Duty, Battlefield, des fois. Mais les autres le font, mais comme à l'occasion. À l'occasion, OK. Oui. Donc, le 3DS, c'est-tu le seul 3DS qui est sorti ou il y en a plusieurs? Non, il y en a plusieurs variétés. OK. So, en ce moment, celui-là, c'est comme la première. Comme c'est le grand-père des 3DS. OK. Puis il y en a un qui s'appelle 3DS XL. Donc, ça, c'est plus gros. C'est plus gros, puis plus large. OK. Puis il y a un autre qui s'appelle un 2DS. Un 2DS, c'est la même chose, c'est juste tu peux pas le fermer comme les autres. Ah, donc, c'est moins portable. Tu peux dire ça. Il y en a des gens, pour une raison ou une autre, ont comme des grosses poches dans leur culotte, ça, je sais pas. OK. Mais, ouais, Donc, c'est quels jeux qui sont connus sur... ils sont connus. C'est plus ou moins comme Pokémon à... OK. Donc, excuse Marc-Antoine, mais ceci est tout le temps qu'on a. Merci énormément d'avoir accepté de venir à l'émission et j'espère bien que je te reverrai bientôt. Donc, après la pause, nous serons avec Pius qui nous parlera de sa caméra. Merci beaucoup et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à Découvrir. Mon nom est Marc-Antoine. Aujourd'hui, je suis avec Pius qui va nous parler par rapport de sa caméra et pourquoi. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Pas super. So, j'ai une question. Pourquoi tu l'as acheté? Déjà, au départ, c'était parce que il a fallu que j'ai une caméra parce que j'étais en Media and Graphic Design et on était souvent sous Photoshop and stuff. Et du coup, il a fallu que je me paye une caméra parce que pour nos devoirs, il fallait prendre des photos et tout. Et puis après, il fallait les retoucher avec Photoshop et tout ça là. Et quand tu n'as pas de cam, c'était un peu compliqué. Donc, je suis dans l'obligation de me trouver une caméra. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Et c'est quelle sorte de caméra? Ça, c'est une Nikon. C'est une Nikon D7100. C'est la dernière version qui est sortie à l'époque où je l'ai acheté. C'était, je crois, en 2014. Yeah. Par rapport à ta caméra, tu fais quoi avec ta caméra? Et à la base, c'est juste pour les photos. J'aime bien prendre des photos et tout ça là. Et je les ai achetées juste pour les photos. Parce que j'ai demandé conseil aux gens, auprès des gens qui étaient mieux expérimentés que moi pour les photos et tout ça. Ils m'ont dit, ouais, si tu veux faire des vidéos, à la base, c'est une Canon, mais pour les photos, de préférence, ce serait mieux de prendre une Nikon. Voilà pourquoi j'ai pris une Nikon et voilà quoi. C'est quelle sorte d'accessoires que tu as dans ça? Là déjà, j'ai pas tout emmené, mais à la base, tu peux rajouter un flasheur. Ici déjà, à la base, il y a un flasheur, mais je sais pas, ce bouton, il marche plus. Mais si, normalement, quand j'appuie ici, je devais avoir un flasheur qui sort là, comme ça. Mais avec celui-ci, il n'y a pas assez d'éclairage. Et du coup, on rajoute un autre, c'est plus gros, et tu as assez d'éclairage pour faire des bonnes photos. C'est chargeable. Il y a une batterie juste là à côté. D'accord. Juste là, il y a une batterie. J'ai une question par rapport à ta batterie. Comment longtemps tu peux être comme ça chargé? Pour que ça charge, Oui, comme c'est maximum 1h30. Et quand c'est chargé, tu peux couvrir un événement de 5 à 6 heures du temps. Ouais, tu peux le faire. 5 à 6 heures? Ouais. Tu as déjà fait un 5 à 6 heures? Ouais, des anniversaires et tout ça là. Ouais. C'est cool. Et il y a même une carte SD. À la base, tu peux mettre 2 cartes SD parce qu'il y a deux entrées pour une carte SD. Là, j'ai une carte SD de 4 gigs, mais c'est pas si pire. D'accord. Donc c'est un peu ça, ouais. Par rapport à ta caméra, c'est quelle lentille que tu as? Là, j'ai un 140 mm. Moi, je trouve que c'est mieux pour les... Comment ça s'appelle? Pour les photos portraits. Pour les portraits, je trouve que c'est le meilleur des lentilles pour les portraits. Ça fait super bien les focus and stuff. So, yeah. Wow. Ben, ça, c'est beau. C'est quel mode que tu utilises d'habitude? Comment? Quel mode Que j'utilise pour que les tu photos. utilises dans les photos et tout ça? Ok. À la base, j'utilise juste souvent au RAW parce que c'est la meilleure des qualités. Enfin, je trouve. Je sais pas s'il y a mieux en tout cas, mais je pense pas. J'utilise le RAW parce que déjà, le RAW, ça pèse beaucoup plus que les autres formats et ça prend les meilleures des photos en format RAW. OK. Yeah. Puis, ben, je m'excuse, mais on a besoin de terminer. Merci à toi pour venir. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous pour rester avec nous. À la prochaine à découvrir, on va parler avec Raph par rapport à sa skateboard. Merci à vous et bonne journée.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission à découvrir. Mon nom est Pius. Nous recevons pour vous aujourd'hui monsieur Raphaël qui va nous parler de son skateboard et son amour pour le skateboard. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, toi. Oui, ça va super, merci. Déjà pour commencer, peux-tu nous dire comment tu t'es introduit dans le skateboard? Donc, premièrement, au secondaire, je me tenais toujours avec le même groupe d'amis. Puis la fin de semaine, qu'est-ce qu'on faisait? On gamait, puis on écoutait des films. Puis comme la majorité des adolescents de notre âge, qu'est-ce qu'on voulait manger en faisant ça? Des chips et de la liqueur. Donc, on allait souvent au dépanneur pour acheter ces articles-là. Puis on trouvait que ça prenait beaucoup de temps pour se rendre au dépanneur. Donc, mes amis en premier ont commencé à s'acheter des skateboards pour justement aller plus vite. Puis c'est à ce moment-là que moi, pour les suivre, j'ai dû en acheter un aussi. Ah, ok, merci beaucoup. Et on peut dire que tu t'es un peu fait influencer par tes amis, en quelque sorte. D'accord. Et c'est quoi un skateboard en général? Donc, le skateboard, tout d'abord, est composé de la planche où nos pieds vont reposer, qui sont d'habitude, c'est standardisé par toutes les différentes compagnies pour avoir 7 couches de contreplaqué qui vont être en érable parce que c'est un bois qui est très durable, très bon pour tous les chocs que cet objet-là va recevoir au cours de sa vie. Ceci étant monté sur 2 essieux pour pouvoir se diriger et bien sûr sur 4 roues. Et finalement, le layer de grip tape pour pas que nos pieds glissent justement si on serait directement sur le bois, que ce soit mouillé ou whatever, on glisserait très facilement. Oh, d'accord, merci. Et sinon, pour toi personnellement, qualifierais-tu le skateboard comme étant un sport ou plutôt un art? Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la question, mais pour ma part, je suis plutôt partagé parce que du côté que c'est un art, on ne peut pas dénier le fait que ça amène une certaine liberté. On peut faire ce qu'on veut sur un skateboard pratiquement. Les possibilités sont presque infinies si on est capable de les réaliser, bien entendu. Ouais. Mais il y a aussi le côté du sport parce qu'on ne peut pas aussi dénier le fait qu'on sue beaucoup quand on fait du skateboard, on a chaud. Puis la quantité de dopamine et d'adrénaline qu'on reçoit parce qu'on est on the edge, qu'on dirait, de tomber ou de réussir une manœuvre. Donc, je dirais que pour ma part, je suis plutôt partagé pour ça. Ok, d'accord, je vois. Et peux-tu nous dire, ça fait à peu près combien de temps que tu as commencé avec le skateboard? J'ai commencé en 2e secondaire, donc ça fait environ 5 ans. Comme je disais au début, j'allais majoritairement juste au dépanneur avec mon skateboard. Donc, c'était surtout pour me promener. Puis, ça fait depuis un peu plus qu'1 an que j'ai commencé à vraiment faire du skateboard plus libre pour justement faire plus de manœuvres et tomber beaucoup plus aussi. Ouais, je vois. Sinon, un peu, quand tu le pratiquais pendant longtemps ou quand tu as arrêté tantôt? C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, le skateboard. Donc, que ce soit simplement pour se promener ou... Vraiment, je suis désolé, c'est malheureusement tous les temps qu'on a aujourd'hui. Bon. Je vous remercie d'être venu ce soir. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Je vous demande de garder l'antenne. Tout à l'heure, là, nous recevons pour vous monsieur Lenny qui va nous parler de son ordinateur Lenovo et comment ça marche. Merci beaucoup et la suite au prochain numéro.
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission à découvrir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir M. Lenny qui va parler avec nous de son ordinateur portable et qui va entrer un peu plus en détail avec nous. Donc, bonjour Lenny, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien. Donc, pour commencer, pourquoi avoir choisi un ordinateur portable Lenovo? Tout d'abord, le système Lenovo a été soumis à plusieurs endurances pour qu'il soit conforme, qu'on puisse l'utiliser, qu'il soit très rigoureux, très robuste, pour que chacun puisse être fier d'utiliser un ordinateur Lenovo. Donc, ensuite, quel est l'avantage de cet ordinateur? L'avantage pour moi, ce que je préfère, c'est un ordinateur 2 en 1. D'abord, regardez, maintenant c'est un ordinateur, c'est très novateur. Il peut être tout d'abord une tablette qu'on peut utiliser comme ça. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est tactile. On peut l'utiliser aussi de cette manière. Pour toute personne qui veut utiliser des choses différentes, c'est très important pour Lenovo et très, très beau. Donc, très polyvalent. Très polyvalent, c'est ça. Donc, ensuite, quel genre de personnes pourrait utiliser cet ordinateur portable? À peu près tout le monde, parce que si tu veux l'utiliser professionnel pour faire des montages aussi, tu peux faire des montages, mais si tu veux faire des documents, des projets de travail, pour moi, c'est pour faire des projets, des vidéos, pour regarder des vidéos aussi, sur YouTube, sur Netflix. C'est très beau pour l'écran est très, très, très beau pour ça. Donc, dans le fond, pour un étudiant moyen qui joue aussi à des jeux, est-ce qu'on peut jouer à des jeux? On peut jouer des jeux, mais pas aussi performants que les autres, mais tu peux jouer des jeux, oui, ça peut être très, très beau à faire. Donc, ensuite, savez-vous où a été fabriqué le Lenovo? Oui, il a été fabriqué en 1984 en Chine. Et Lenovo aussi fabrique des stations de travail, des téléphones et des télévisions connectées et aussi plein d'autres choses aussi. Ouais. Avez-vous d'autres caractéristiques à propos de votre ordinateur que vous voudriez partager avec nous? Pour moi, d'abord, c'est un ordinateur qu'on m'a conseillé parce que c'est un de ma famille qui m'a demandé de l'acheter. Elle avait aimé et m'a conseillé de l'acheter. Il est très, très bon. Aussi, le disque est très robuste parce qu'on peut sauvegarder plusieurs vidéos, plusieurs documents. On peut stocker des milliers de photos et la résolution de l'écran est Full HD qui est très doté d'un très grand cadre qui est très, très fin. Et aussi, il offre un immense Full HD. Donc, entre autres, est-ce que vous recommanderiez un ordinateur Lenovo ou un différent modèle ou une différente marque pour un autre étudiant? Pour moi, je recommanderais celui-là et aussi, il est très abordable. Excusez-moi, Lenny, mais c'est tout le temps que nous avons. Merci d'avoir partagé avec nous votre ordinateur portable. La semaine prochaine, on va avoir Chloé qui va venir nous montrer sa guitare et qui va nous parler de son instrument qu'elle aime bien. Merci et à la prochaine.
Un invité, on reçoit Mademoiselle Chloé Perron qui va nous parler de sa guitare. Elle nous partagera pourquoi elle a choisi cet objet. Bonjour Chloé. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. D'abord, en quelle année a été faite cette guitare? Et ça, c'est la F1020 SCE. Cette guitare-là a été mise sur le marché en 2014. Ok. Elle vient de la compagnie Fender. Puis ça, c'est quand même une compagnie qui est là, ça fait un bout. Là. A été inventée en 1943. Ça, c'est quand même une vieille compagnie. Puis ça a pris une couple d'années avant qu'ils fassent cette guitare-ci. Là. OK. Et elle est faite en quel matériau? Elle est faite avec plusieurs différents matériaux. Comme ici, le dessus de la caisse, c'est la table. C'est fait en cèdre massif. Puis le dessus ici, juste en dessous des cordes, le fingerboard, c'est fait en acajou. Puis le dessous ici, qui est toute la caisse avec le dessous aussi, c'est fait en acajou laminé. Puis le dessous du fingerboard, ici, ça c'est fait en acajou aussi, puis c'est avec une touche de palissandre. Et elle a un trait particulier, cette guitare? Oui, il y en a plusieurs. Comme un de ces traits qui est spécial, c'est sa forme. Fait que ça, c'est un dreadnought panne coupée. Puis c'est différent parce que d'habitude, la plupart des guitares seraient formées ici. Mais vu que c'est coupé, ça donne l'occasion d'aller atteindre les notes aiguës plus facilement. Ah ouais? Fait que ça, c'est un bon atout à avoir sur la guitare. Puis il y a aussi, c'est que je tourne la guitare, ici, ça c'est un préampli. Puis avec le préampli, tu peux faire quelques settings avant de le mettre dans un vrai ampli. So, tu peux faire le volume, la bass, le mid, puis d'autres choses que tu peux t'amuser avec aussi. OK. Puis juste à côté, il y a le tuner aussi, que ça, tu mets ça, tu peux tuner ta guitare vraiment comme tu veux. Moi, je la tune standard. Fait que tu peux tuner ta guitare, t'as pas besoin de traîner des tuners ou ton cellulaire qui est peut-être bien plus facile à perdre, puis aussi qui est peut-être moins précis, Moins là, précis, que ok. directement dans la guitare. OK. Et quel style de musique vous pouvez faire? Avec sa guitare, tu peux jouer pas mal vraiment n'importe quel style, je te dirais. Surtout si tu as des amplis, c'est plus facile à contrôler le son puis changer le son. Ou si tu as des pédales aussi, que ça serait vraiment facile de changer le son si tu veux jouer plus du rock ou du pop ou ça ne dérange pas Et quel vraiment. style vous jouez, vous? Je joue un petit peu de tout, là. OK. Tout de suite, je joue vraiment quand même du rock, là. OK. J'essaie de jouer du rock, ouais. Mais pas mal tout, là. Puis sa guitare, là, ça a vraiment un bon son, puis vraiment n'importe quel style, là. OK. Pour les personnes qui voudraient commencer à jouer avec la guitare, c'est une bonne guitare pour les débutants? Moi, je dirais que oui, parce que quand je l'ai achetée, elle était vraiment pas trop chère, elle était affordable. So, même les débutants, je trouve que ça serait une bonne guitare. Très abordable. Trop cher, ouais. Pour qu'est-ce que tu as aussi, parce que tu as la forme qui est plus facile pour les notes aiguës, comme je disais tantôt. Pour les débutants, c'est toujours plus dur. So, si on met ça a une petite facilité de plus. Puis le tuner aussi, OK. que je trouve que pour les débutants, c'est bon parce que des fois, tu sais pas quelle marque de tuner tu as bien acheté ou c'est plus facile à perdre si des fois les débutants n'ont pas d'étui à guitare aussi parce que quand j'ai commencé, j'avais pas d'étui. So, c'est plus facile OK. à perdre ou si tu sais pas quelle sorte. Puis, ouais, je trouve que ça serait une bonne guitare. Ouais. Et vous avez autre chose à dire sur ça? Je dirais, il y a plusieurs couleurs aussi. On n'a J'ai plus de oublié temps, désolé. Malheureusement, merci Chloé d'être venue. La semaine prochaine, on va recevoir Zach Sirois qui va nous parler de sa console hybride. Et comme chaque mercredi, au revoir. Merci. Bonne soirée.
Bienvenue à Découvrir. Aujourd'hui, on reçoit Zachary Sirois. Il va nous parler de sa console de jeux vidéo des années 80. C'est une des deux premières consoles Nintendo. Bonjour Zachary. Bonjour Chloé. Ça va? Pas pire, pas pire. Ça, c'est quelle sorte de console que vous avez amenée? Ceci, ça s'appelle la Retro Duo. Essentiellement, comme vous avez dit, c'est une console hybride de Nintendo. Puis aussi, ça combine les deux premières consoles, le NES, le Nintendo Entertainment System, qui est sorti en 1985, puis le SNES, le Super Nintendo Entertainment System, qui est sorti en 1991. Puis essentiellement, comme console, c'est bien facile comme design. C'est fantastique. La seule affaire que tu as vraiment besoin pour que ça fonctionne, c'est des jeux. Ben, tu peux trouver des jeux partout, puis si tu as des jeux, ça marche super bien. So, c'est essentiellement ça, puis c'est beau, j'aime ça. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont décidé de faire sa console-là? Je pense bien qu'ils ont décidé de la faire plutôt pour s'attirer plus au public que ça c'était vraiment leurs enfances. Puis s'ils ont encore leur collection chez eux, ils aimeraient les jouer ou même plus d'introduire à leurs enfants puis leurs autres familles qui ont plus eu la chance de les jouer puis les dire hey, les jeux n'étaient pas toujours en haute définition puis avec du online puis des affaires comme ça. Des fois, ils commençaient vraiment petits puis c'est vraiment comme des graphiques pixels. Puis tu peux voir l'évolution puis c'est vraiment magique, vraiment magique. Puis pouvez-vous nous parler un peu de comment est faite la console, puis qu'est-ce qu'il y a dessus? Sur la console, comme vous pouvez voir, c'est vraiment juste une brique grise. Puis il y a des affaires comme il y a deux portes. Une porte pour les cartouches NES, tu mets là-dedans. Puis après, tu as une autre porte pour les cartouches SNES comme ça. Tu les cliques. Puis après, tu as un power 8-bit, 16-bit. 8-bit, c'est pour NES, puis 16-bit, c'est pour SNES 7. Tu as un reset, puis après, tu as ta manette qui est vraiment standard. C'est vraiment juste une manette de Super Nintendo, puis c'est la même forme, puis c'est comme ça. Puis tu as tes hooks, puis c'est super simple, super facile. Puis, yeah, c'est ça. Pouvez-vous mettre plus qu'une manette? Vous pouvez. L'autre est chez moi, brisé. Ben ouais, tu peux en mettre un autre, juste deux. Je sais pas, peut-être qu'il existe des affaires que tu peux plugger là-dedans pour en avoir quatre. Il y avait des affaires comme ça dans le passé pour le NES, sauf je suis pas mal sûr que tu pourrais en mettre d'autres. Ben pour l'instant, j'en ai juste une. OK. Puis vous avez apporté deux jeux. C'est quel jeu vous avez apporté? Oui, deux jeux avec moi. Ben, la première, c'est le jeu Batman sur NES. Ça, ben, j'ai vu pour comme 8$ puis j'ai acheté. Ça, c'est un des jeux les plus difficiles sur le NES. Puis c'est un des plus, on peut dire, faithful à l'héros. C'est basé sur le film des 90. Puis c'est super, super bon. Ici, c'est Star Fox. Star Fox, c'est un des premiers jeux qui utilisait des graphics, utilisait la Super FX chip, qui était plus facile à renderer des graphiques avec des polygones et tout ça. So, ouais, c'est vraiment un jeu avec des avions et tout ça. Puis, y a-t-il beaucoup de jeux pour cette console-là ou Oh, s'il y yeah. en a juste une coupe? Moi, j'en ai juste une coupe, mais il y en a plein. Comme par exemple, pour le NES, il y a à peu près 800 jeux. Puis SNES, je pense qu'il y en a comme 600. So, il y en a beaucoup. Puis, c'est juste que vous pouvez acheter ça? Les magasins d'anciennes, I guess, ou même des conventions. Merci, c'était tout qu'on a. Merci à Zachary d'avoir venu nous présenter sa console de jeu. Pour la prochaine épisode, nous allons avoir Lenny qui va nous parler de son ordinateur. Merci à tous et bonne journée.
Bonjour et bienvenue tout le monde à l'émission À découvrir, l'émission d'objets fantastiques. Aujourd'hui avec nous avons M. Cédric Bussière qui va nous parler de son microphone et ses diverses utilités. Bonjour Cédric. Salut. Bonjour, OK. Bien, on va commencer. Comment s'appelle votre micro puis comment qu'elle se démarque? Vraiment? Pour commencer, le microphone, c'est de la marque Blue. OK, ouais. C'est le modèle Yeti. C'est un de leurs plus dispendieux, leurs plus haut de gamme, si je peux dire. La manière pour commencer, la manière qui se démarque, c'est juste à l'avant du micro ici. On a un piton pour muter le microphone directement. Oh, wow. Et le gradateur ici, c'est pour ajuster le volume des écouteurs. Et je dis écouteurs parce qu'en dessous, juste ici, on a une prise pour brancher les écouteurs pour avoir un retour de son. Si jamais vous voulez comme savoir si votre microphone y entend, comme exemple, qu'est-ce qui se passe en dehors de votre chambre ou n'importe quel autre petit son qui traîne autour. Une autre chose qui est très utile sur le microphone à l'arrière, on peut ajuster le gain directement sur le microphone, ainsi comment que le microphone capte le son. Si vous voulez qu'il capte comme de chaque côté, un peu comme tout autour du microphone, devant le micro, ou comment dire, comme plus axé comme vers l'avant, comme vraiment rien à capter en arrière et plus vers vous. Sinon, c'est un microphone qui est très solide. Il est quand même relativement lourd. Si vous le pesez, vous allez voir, il est très, très lourd. Comme c'est pas le poids que vous attendez avoir d'un micro, fait que c'est un microphone très haut de gamme, très robuste. C'est assez rigide. Très rigide. Puis, il vient avec ce trépied-là. C'est pas un trépied, mais comme avec ce petit stand ici. Et puis, en dessous, vous avez la prise si vous voulez avoir un boom arm. Qui appelle en anglais. Et une autre particularité, c'est que c'est un microphone USB. Oh, wow! C'est pas XLR, c'est USB, mais ça reste que le son qui sort, il est très bonne qualité. Wow! OK. Dans quel domaine vous utilisez le microphone? Personnellement, je l'utilise pour faire mes recordings et pour chatter sur Discord. Dans les anciens temps, on avait Skype. Mais sinon, pour de vrai, ce microphone-là, on pourrait l'utiliser pour enregistrer de la musique, enregistrer des rencontres comme face à face, on peut dire. Pour de vrai, c'est un microphone qui est vraiment utilisable dans n'importe quel domaine, avec toutes ses fonctionnalités, tous les ajustements directement sur le microphone. Ça, c'est sans rajouter un logiciel comme exemple VoiceMeter pour couper le son, couper le background noise. C'est juste un microphone multifonctionnel qu'on peut servir vraiment n'importe où. OK. Y a-t-il d'autres microphones de la compagnie Blue ou c'est vraiment exclusivement juste comme le Yeti? Non, il y a le Blue Snowball. C'est un microphone beaucoup moins dispendieux. Très bonne qualité quand même, mais très moins dispendieux. Blue Snowball est environ à 75 $. Il y a aussi le Blue Raspberry, que lui, il tourne autour du même prix que lui. Lui, il est 200 $. Le Raspberry, il va, si je ne me trompe pas, de 150 à 300. Et lui, c'est 200 $, mais ça, c'est le modèle Blue Yeti de base. OK. Parce qu'il y a le Blue Yeti Studio, qui est plus conçu pour l'enregistrement musicaux et tout. On a aussi le Blue Yeti Pro, que lui, sa différence, c'est que c'est un branchement XLR. Ah, OK, ouais. Donc, le Blue Yeti Pro, il a absolument besoin d'une console audio pour fonctionner. OK. Est-ce que vous recommandez les microphones à soit comme un ami ou même quelqu'un qui veut juste commencer comme à faire de la musique ou même du gaming en général? Si vous avez les moyens de vous l'acheter, honnêtement, si vous avez besoin de... Malheureusement, merci. C'est tout à qu'on a pour l'instant. À la prochaine émission, nous aurons avec nous M. Philippe Cavaux qui va nous parler de son ordinateur Republic of Gaming. Et merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir M. Philippe Claveau qui nous parlera de son ordinateur Asus Republic of Gamer et de toutes les fonctionnalités que cet ordinateur possède. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Donc, depuis quand tu possèdes cet ordinateur et pourquoi tu as décidé de prendre cette marque? C'est pas mal récent. Je l'ai eu pour un cadeau de graduation à fin juin de mes parents. Et je voulais cette sorte-là à cause, quand que j'ai suggéré à mes amis que je voulais avoir un ordi, ils me donnaient toujours le lien pour comme l'ordi-là. Donc, ça m'a intéressé. Puis, je trouvais ça pas pire. Comme les fonctions, comme qu'il y a un écran qui est branché avec une graphics card de GTX 1050, qui veut dire c'est quoi la rapidité de l'information dessus la motherboard qui va à l'écran. Puis de plus en plus, comme que c'est haut, de plus en plus c'est meilleur pour les gamers. Mais il y a aussi un Core i7 qui veut dire comme c'est la mémoire de complément de tout l'ordinateur. Puis il y a aussi des petits détails comme un bon finish avec comme le logo, puis des petites égratignures qui fait comme ça fait super beau. Puis il y a aussi un écran qui allume, puis comme tu peux choisir comme les couleurs. Et moi j'ai choisi rouge puis vert pour Noël, là, parce que ça arrive bientôt. Donc autre que ça, c'était pas mal belle. Et pourquoi tu as décidé de prendre la marque Asus comparément à une autre marque de gaming populaire comme par exemple la marque Alienware? Je trouve que Republic of Gamer fait très bien à balancer les forces d'ordinateur comparé avec avec Alienware. Ils peuvent juste faire une sorte d'ordinateur qui peut être super cher, mais si tu veux avoir un ordinateur à budget, il y en a qui ne te laissent pas l'option. Mais je trouve avec Republic of Gamer, tu peux avoir un ordinateur pas mal à bas prix, mais qui donne quand même une bonne force. Comme, là, à cause j'ai commencé avec Republic of Gamer, ça m'inspire si je veux m'acheter un autre ordinateur comme de travail avec une tour, je vais suivre Republic of Gamer. OK. Et vous avez parlé de prix. C'est quoi environ? Connaissez-vous le montant de... Le prix le plus proche, ça serait jusqu'à 1400 $. C'est pas mal bon. Ça venait avec un chargeur, puis ça venait dans une belle boîte que j'ai gardé juste parce que ça fait trop beau. D'accord. Et c'est ça, je trouve que c'était un bon prix pour comparément aux Alienware qui sont autour de 2300 $ minimum. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur les différences entre le console gaming et le PC gaming? Je trouve c'est plus comme tu peux faire des options à ton choix, comme comparé à des consoles, c'est la sorte même, puis c'est juste ça. Mais avec un ordinateur, tu peux choisir comme si tu veux des graphiques plus vite ou plus lents. Tu peux. Désolé, c'est malheureusement tout le temps qu'on possède pour ce soir. Merci beaucoup de vous être déplacé pour nous démontrer votre fantastique ordinateur. Dans notre prochaine rencontre, nous aurons Nicolas Godin qui va nous parler de son manga et de pourquoi il a décidé de lire ce genre de livre. Et merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Bonne soirée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir à discuter avec Nicolas Godin à propos de son livre des mangas. Et c'est pourquoi qu'il adore lire ce genre de livre et c'est comment qu'il a commencé. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. Donc, j'ai pas vraiment grande information à propos des mangas, donc est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Oui, donc les mangas, c'est un livre ou, I guess, tu pourrais dire une bande dessinée d'origine japonaise. Donc, c'est comme les comic books de Marvel ou DC, mais il y a deux grandes différences. Une de ces différences, c'est que tu lis ça de droite à gauche et non de gauche à droite comme un livre normal. Et une autre différence, c'est que c'est en noir et blanc. Donc, les mangas c'est quand même assez nouveau en Amérique du Nord, mais c'était toujours populaire au Japon. Donc, souvent, des livres comme ça, s'ils sont assez populaires au Japon et il y a assez de monde qui les veulent en Amérique du Nord, ils vont se faire traduire. Et donc, à cause qu'ils sont traduits, ils prennent un peu de temps à venir. Mais le manga, il y a des sujets très, très vastes. Il y a beaucoup de sujets. Tu peux parler de presque n'importe quoi. Et c'est très visuel comme livre, donc c'est pour le monde qui aime ça, des images, I guess. Ok, Ouais. c'est pas mal intéressant. Ouais. Mais donc, là, tu m'as parlé à propos, c'est quoi un manga? Est-ce que tu peux m'expliquer s'il y a des catégories comme spécifiques pour des mangas? Oui, oui. Donc, il y a plusieurs catégories, tu pourrais dire, de manga. Il y a Isekai, ce qui est ce livre ici. Donc, ça, c'est souvent quand un personnage se fait transférer, I guess, de notre monde à nous, à un autre monde. Donc, ce personnage ici, avant, il était un humain et il s'est fait réincarner dans un autre monde de fantasy comme une créature différente. Donc, ça, c'est quand tu vas d'un monde à un autre. Il y a aussi la catégorie de Slice of Life, ce qui est ma favorite à moi. Ça, c'est comme la vie normale, I guess, comme nous, avec un petit twist. Et dans les Slice of Life, tu suis les personnages de très proche, donc leur personnalité, leur vie. Et personnellement, moi, je suis très intéressé par ça. Il y a aussi une catégorie mech, ce qui est comme des gros robots. Donc, un manga populaire, c'est Evangelion. Ça, c'est un très, très populaire. Et ouais, ça, il y a plein de types. Cool, mais donc, juste par le couvert, je peux voir que c'est très bien dessiné. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Donc, est-ce que tu sais pas mal c'est quoi une durée de temps qui est pris pour faire un manga? Donc, ça prend environ de 1 à 2 mois. Donc, ici, ça dépend aussi beaucoup du style d'art. Donc, le plus complexe le style d'art, le plus longtemps que ça va prendre. Donc, le style d'art de ce livre ici est quand même assez simple. Donc, ça va sortir plus souvent qu'un livre, par exemple, qui a un style très détaillé. Donc, souvent, des mangas plus pour les adultes vont avoir des styles détaillés. Et des fois, plus pour les jeunes, ils vont être moins détaillés, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour sortir ici, avec la traduction et tout, ça prend environ 6 mois. Donc, c'est un manga à chaque 6 mois. Ça dépend aussi de comment épais le livre. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Merci, c'était pas mal intéressant que tu nous as expliqué du manga. Merci tout le monde. C'était tout pour l'émission. Pour la prochaine, ça va être Nicolas Godin qui va parler à Marc-Antoine à propos de son 3DS et ses utilités. Patientez, on va revenir après la bande-annonce. Merci et bonne journée.